à tous et bienvenue dans cette session un peu tardive et il fait très chaud mais elle va nous faire voyager cette session, donc je vous encourage à rester. Elle se nomme le Soft Power à l'épreuve des tensions mondiales. Je m'appelle Stéphanie Antoine, moi je présente le 18-20 sur France 24 ainsi que le débat et je modère donc cette session avec Françoise Benamou qui est donc au sein du cercle des économistes et qui va introduire cette session. Et je vous présente tout de suite donc nos panélistes. Nous avons donc Pierre Lévy qui est avec nous, ancien ambassadeur de France en Russie. À côté de lui, Vladimir Norov, ancien ministre des Affaires étrangères d'Ouzbékistan, également secrétaire général de l'Organisation de la coopération de Shanghai. Et vous avez aussi été ambassadeur d'Ouzbékistan dans plusieurs pays européens. Naïma Korchi, juste à côté de lui, fondatrice et présidente de l'association panafricaine Africa Women's Forum, dont le siège est au Maroc, et ancienne également fonctionnaire aux Nations Unies. Elle est aussi donc diplomate. Suchev Shakya, il est avec nous, fondateur et président du Nepal Economic Forum et auteur de Unleashing Népal, éditorialiste au Katmandou Post. Ça fallait que je le dise quand même parce que c'est quand même assez extraordinaire. Franco Bruni est avec nous. Vous êtes économiste, professeur émérite à l'université de Bocconi, vice-président de l'Italian Institute for International Political Studies. Françoise Benamou, donc économiste et présidente du Cercle des économistes, va démarrer cette session avec son introduction pour cadrer le débat. Merci beaucoup. Alors bonjour à tous et merci d'être là avec cette chaleur. Et on a une belle session internationale. Alors je vais simplement introduire rapidement avec quelques petits éléments. Bon, le soft power, tout le monde connaît, mais peut-être quelques petits points à rappeler. C'est été forgé par Joseph Nye, américain, en 1990. Il est mort cette année d'ailleurs. Et il était professeur à Harvard, qui est attaqué au titre de la fin du soft power d'ailleurs, ancien sous-secrétaire d'État à la sécurité nationale sous l'administration Carter. Littéralement, c'est la puissance douce, comme vous le savez sans doute, la capacité d'influencer les autres par l'attraction et la persuasion plutôt que par la coercition. Alors c'est une idée forte qui s'ancrait notamment dans plein d'éléments de l'histoire américaine et peut-être aussi l'histoire, le rôle de Hollywood après la guerre qui a été très important de ce point de vue-là. Il a connu des variantes ce concept. On a parlé de smart power, nécessité d'une armée forte, d'alliances, de partenariats, d'institutions à tous les niveaux. On a parlé aussi du sharp power, c'est-à-dire l'ensemble des actions d'influence de la part des régimes, cette fois-ci autoritaire, et on y reviendra tout à l'heure. Alors il ne faut pas sous-estimer le soft power, parce que évidemment en ce moment, et j'y reviendrai, on a tendance à le regarder en se disant oui, la puissance douce c'est loin de nous, mais peu avant sa mort, Joseph Nye il rappelait cette réplique de Staline à propos du pape. Le pape, combien de divisions? Et il disait, eh bien, peut-être qu'on a dit ça, mais le pape existe toujours alors que l'Union soviétique a disparu. Alors nous avons déjà évoqué à Aix la question du soft power il y a quelques années, mais évidemment le monde a incroyablement changé, et il a changé au sens où d'abord et avant tout la guerre au sens fort, l'emploi des armes a pris une dimension inédite et semble-t-il supplanter le soft power. On verra que c'est pas si simple, c'est le moment maintenant des rapports de force, de la menace par les armes, avec en arrière-fond, la plus puissante d'entre elles évidemment, le nucléaire. Et il faudrait évoquer à cet égard la question de la défense et des investissements qui s'y attachent, avec cet objectif affiché pour les Européens de 5% pour la défense. Alors si je reviens au soft power, il faut évidemment revenir quelques instants sur Donald Trump, qui a très clairement rompu avec, et sans que ça le gêne, si je puis dire, et a choisi la coercition. Il a basculé du côté de Machiavel. Machiavel disait « Il vaut mieux pour le prince être redouté qu'être aimé ». Je ne suis pas sûre que Trump ait lu Machiavel, mais bon, en tous les cas, son entourage sans doute, et il voit le soft power comme inutile. Alors c'est une rupture énorme quand même avec les valeurs antérieures, le mépris des idées, le mépris du savoir, l'attaque langue règle contre les universités,
qui va de pair avec la sortie de l'accord de Paris sur le climat et surtout la baisse drastique, enfin et aussi, pas surtout, des sommes allouées à l'OMS. Et je ne m'attarderai pas sur toutes les conséquences que ça peut avoir, y compris sur une éventuelle pandémie mondiale. Et puis le désengagement de l'USAID, c'est-à-dire de l'Agence des États-Unis pour le développement international, qui avait été créée par le président Kennedy en 1961 et qui est le principal bailleur de la solidarité internationale. Et puis du côté des médias, il faut que je le dise, la volonté de démanteler Voice of America est créée en 1942 comme un média de contre-propagande. Alors, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce qu'on pourrait parler uniquement de cela pendant toute notre rencontre. Pardon. Et je voudrais dire que demeure un soft power, mais avec une nouvelle donne géopolitique, avec de nouveaux acteurs, et c'est de cela aussi qu'on va parler. Alors que les États-Unis l'ont abandonné, d'autres le développent. Bon, la Russie, c'est compliqué parce qu'il y a un travail de propagande, mais évidemment, maintenant, elle est extrêmement démonétisée sur ce terrain-là, si je puis dire. Mais il y a quand même des pays où elle continue d'agir, en Afrique notamment. Et puis, il y a surtout la politique de la Chine, en matière de soft power, extrêmement construite depuis notamment 2007, les routes de la soie, la politique de la Chine-Afrique, les instituts Confucius, etc. La Corée, avec il y a des jeunes ici, le K-pop, mais pas seulement, qui a une politique extrêmement, la Corée du Sud, pardon, extrêmement dynamique sur ce terrain-là, et d'autres pays qu'on a sous-estimés dans l'histoire, et qui maintenant développent une véritable capacité de soft power. Et je voudrais à cet égard insister un petit peu sur le Qatar et l'Arabie Saoudite, qui conjuguent un soft power culturel, si je puis dire, avec une grande transformation de ce point de vue-là, et un soft power diplomatique. J'ai encore un peu de temps ? Oui ? Tout petit peu, d'accord. Quelques mots, donc. Je voudrais citer la ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, Noura Al-Kaabi, qui désigne cette transformation en convoquant, je cite, et c'est compliqué d'ailleurs, des valeurs de paix, de tolérance, d'ouverture, dans un pays où cohabitent 200 nationalités. Donc on voit ce pas de côté qui est fait et qui est plus qu'un pas de côté. Et alors ce sont des nouveaux pays et ce sont aussi des nouveaux outils. Et ça, je crois que c'est très important de le dire et on y reviendra, notamment autour de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que c'est un outil de soft power ? Autour aussi, merci, je m'arrête tout de suite, des normes, le fameux règlement général des RGPD. Règlement général des données. En général, des politiques publiques. Voilà, qui permet d'établir des normes sur les GAFAM, qui sont détestées évidemment par les États-Unis, non pas les GAFAM, mais les normes. Et là aussi, c'est sans doute un de nos outils de soft power. Donc on va discuter de tout cela. Merci beaucoup. Merci Françoise. Pierre, vous pouvez l'applaudir, mais allez-y. Pierre Lévy, pour réagir aux propos de Françoise, vous avez été ambassadeur de France en Russie, vous connaissez bien sûr très bien les États-Unis, l'Europe. Est-ce que le fait que les États-Unis de Trump aient renoncé finalement au soft power, est-ce une façon de renoncer à une forme de puissance ? D'abord, merci beaucoup aux Rencontres d'Aix de m'avoir invité. Je vais essayer d'apporter à ce débat important ma perspective de diplomate français et européen, parce que je crois que dans le monde que vous décrivez, les Européens sont très seuls. En fait, je crois que c'est ça qui est important à prendre en tête, à garder en tête. Et pour résumer un peu la problématique telle que je la vois, quel soft power pour la France et les Européens dans un monde de brutes ? Je me retrouve pleinement dans les définitions exposées par Françoise Benamou. Je rajouterais juste un petit clin d'œil diplomatique. Quand nous, diplomates, nous parlons de smart power, ça veut dire que vous n'avez ni le soft power, ni le hard power, et que vous essayez de trouver autre chose pour peser sur les réalités internationales. Et pour nous, c'est vraiment un outil, et c'est pour ça, je crois, que dans cette réflexion, il est très important de distinguer ce qui ressort de la politique des États,
c'est-à-dire par exemple l'aide au développement, l'action culturelle extérieure que l'Institut français peut mener, et puis aussi le narratif, pour reprendre un terme à la mode, c'est-à-dire le récit que l'on fait du pays, du projet que l'on porte dans le monde, de tout le reste qu'on pourrait appeler un peu le soft power d'ambiance, la marque d'un pays, le tourisme, l'attractivité. Première remarque. Deuxième remarque, très brièvement, je crois que pour comprendre la problématique, il est important de comprendre les forces qui agitent le monde. Et en fait, c'est une combinaison entre, d'un côté, la logique de la globalisation, que l'on connaît bien, l'échange, l'effacement des frontières, les réseaux, le jeu à somme non nulle, l'attractivité plutôt que la coercition, et puis le jeu de la géopolitique, c'est-à-dire le rapport de force, la conquête des espaces, le contrôle des ressources naturelles, tout ce que l'on voit aujourd'hui avec la politique qui vient de Washington. Et précisément pour répondre maintenant à votre question, on voit bien ce qui se passe. Françoise a évoqué les différents exemples qui posent, d'abord, on peut penser que c'est une manière pour les Américains de se tirer une balle dans le pied, en tous les cas pour ceux qui aiment les États-Unis, qui veulent aller faire leurs études là-bas. Mais je crois aussi, à supposer que je sois capable de décrypter la politique américaine, que c'est simplement le fait que le président Trump considère que ces politiques sont inutiles et nuisibles parce qu'elles véhiculent une idéologie qui n'est pas la sienne, par exemple de la diversité ou d'autres valeurs. Et il faut bien voir que ce n'est pas uniquement un problème américain, c'est un problème qui est posé à l'ensemble du monde. C'est la première puissance mondiale et le fait de démanteler l'USAID pose d'énormes problèmes, par exemple en matière d'action collective dans le domaine de la santé ou dans le domaine de l'aide au développement. Donc je crois que c'est vraiment très très important de garder ça à l'esprit parce que cette approche américaine au sens au plus étroit, centrée sur ses intérêts, va continuer. Alors, dernier point, nous, Européens, nous sommes extrêmement désemparés face à ce qui se passe. Et nous sommes dans une grande solitude. Et ça, je crois que c'est important à garder à l'esprit dans toutes nos réflexions, parce que finalement, en simplifiant peut-être à l'extrême, je dirais que nous sommes face au choix suivant. Soit nous restons nous-mêmes en réaffirmant nos valeurs, en insistant sur l'application de la règle de droit au risque de finalement ne pas peser sur les évolutions qui sont en cours, soit nous essayons de jouer, d'être les plus forts dans le jeu de la brutalité, de rivaliser en matière de brutalité, au risque de ne pas peser sur les évolutions, à supposer même que nous soyons capables, et surtout le fait de perdre notre identité. Et donc je crois que pour nous, Européens, c'est une problématique fondamentale qui nous appelle à revisiter la notion de puissance, c'est-à-dire à la fois avoir les instruments du hard power, bien sûr, c'est-à-dire la puissance militaire, l'effort de défense dont on parle beaucoup aujourd'hui, en particulier face à la menace russe, mais pas uniquement face à la menace russe, la problématique aussi transatlantique, mais également développer tous nos outils de soft power qui sont considérables, mais dans une optique, comment dirais-je, qui n'est pas, c'est pas un soft power, c'est un soft power doux, mais pas mou. Voilà. Doux, mais pas mou. Doux, mais pas mou. Mais est-ce que c'est le modèle européen qui s'exporte en tant que soft power? Vous disiez la démocratie, le modèle social, l'environnement, tout ça, ça fait partie de ce soft power européen. Ça restera ça quand même, le soft power de l'Europe? Alors, il faut bien voir que d'abord, si on prend les facteurs communs à l'action européenne, ils sont considérables. C'est bien sûr le pouvoir normatif. J'ai écouté cet expert américain hier, Kim Roll, je crois, à une table ronde et qui, derrière quelques bonnes paroles auxquelles personne ne croyait, a bien dit ce que vous faites en matière numérique ne nous convient pas. Ça, c'est un exemple très fort. L'acte unique, le marché unique du numérique, ce qu'on appelle le DSA. Et ça, c'est du soft power. Ça, c'est du soft power, c'est du pouvoir normatif. De la même manière, quand nous essayons d'exporter la démocratie, l'économie de marché. Et puis, au-delà de tout ça, il y a bien évidemment la marque de chaque pays, l'attractivité de chaque pays européen. Un des programmes, un autre exemple très connu,
un programme européen le plus connu, c'est Erasmus. Voilà. Et Qui a failli être supprimé une année, me semble-t-il. Non, mais Erasmus, c'est pas uniquement pour faire circuler des étudiants européens en Europe. Il y a tout un volet très important d'Erasmus qui s'adresse aux pays tiers. Et plus généralement, tous les étudiants étrangers qui viennent chez nous, aussi chez nous en Europe. Et dernier exemple assez peu connu, les lycées français, les lycées français à l'étranger, les écoles françaises à l'étranger. Ça fait très très longtemps que ça existe. Il y en a 600 de par le monde. Qui a à peu près 380 000, 400 000 élèves dans le monde, dont 30% d'étrangers. Et vous avez beaucoup de gens de ces pays qui envoient leurs enfants. C'est souvent des représentants des élites, mais pas uniquement, parce que ces écoles sont beaucoup moins chères que les écoles américaines ou d'autres pays. Ça, c'est des choses que j'ai vécues, et c'est un instrument absolument considérable de ce qu'on appelle le soft power. Vladimir Norov, donc vous êtes ancien chef de la diplomatie d'Ouzbékistan. Quelle est votre réaction, vous? On essaye de mettre la focale en Central Asia, Asie centrale, lorsque la puissance américaine décide de couper justement l'USA, de tout ce soft power pour vraiment se concentrer sur le hard power. Merci beaucoup de m'avoir invité à ce forum. Merci de l'invitation à cette session. C'est la première fois que je viens et je suis très impressionnée. Je suis impressionnée par le niveau d'organisation et le professionnalisme des orateurs. Alors, en ce qui concerne l'Asie centrale, après l'indépendance, donc le démantèlement de l'Union soviétique, il y a deux dimensions de soft power et hard power, en interne et en externe. Et lorsqu'on parle de la partie interne, il y a des conflits, il y a des guerres civiles donc, qui essaient d'imposer leur contrôle sur notre région. Grâce à des politiques. Il y avait des centres religieux également qui essaient de poser leurs lois. Et c'était la même situation pour les pays de l'Asie centrale. Donc, ce n'était pas tellement soft. J'ai travaillé en tant que ministre d'Affaires étrangères lorsqu'il y a eu ce conflit vis-à-vis de nos frontières et vis-à-vis des rivières. Donc, les pays autour de nous voulaient construire des centrales nucléaires et Ouzbékistan était contre cette idée parce que cela pourrait endommager nos intérêts. Donc, nous nous servons de toutes les plateformes, les Nations unies, etc. Donc, il y avait des relations entre nos pays voisins. Donc, c'est des gros voisins, n'est-ce pas? Oui, nos voisins, nos pays voisins. Oui, le Tadjikistan, le Kyrgyzstan, le Tadjikistan qui a vu des centaines de personnes mourir dans les mines. Et donc, c'était vraiment un défi pour nous. En même temps, en 2016, il y avait un nouveau président qui a tout changé. Il s'est concentré sur le soft power. Il a dit que c'était la priorité pour l'Asie centrale. Et il disait qu'il fallait résoudre les problèmes sur la base de compromis partagés. Et pendant une courte période, nous avons pu résoudre certains problèmes. Et Brzezinski a dit que l'Asie centrale, c'était les Balkans. Et cela a aidé avec des conflits vis-à-vis des frontières. Mais on a également résolu nos propres problèmes. Nous avons soutenu le Tadjikistan et le Kyrgyzstan. Nous avons aidé ces pays. Les pays de l'Asie centrale essaient ensemble de trouver des solutions à tous les problèmes.
avec la politique du président d'Ouzbékistan lorsqu'il a proposé une réunion consultative de chefs d'État tous les ans dans chaque pays où on peut parler des problèmes. Aujourd'hui, on se concentre sur la création d'un marché commun et un échange de personnes. 7 ans auparavant, les gens ne pouvaient pas venir en Ouzbékistan pour voir les membres de leur famille. Et ça a duré 20 ans. Mais maintenant, tous les ans, il y a 1 million de personnes qui traversent la frontière entre les deux pays. Et ils peuvent également traverser d'autres frontières. Et c'est ça le soft power? Oui, ce sont des échanges. Lorsqu'on parle de défis externes, on avait l'Afghanistan. Il y a eu une guerre de 40 ans. Pourquoi? Parce qu'après l'effondrement de l'Union soviétique, il n'y avait plus de militaires russes, mais en même temps, les militaires américains ont oublié l'Afghanistan et ils se sont réveillés lors des attentats sur New York. Et là, on a instauré un hard power, donc un pouvoir militaire. Donc, c'était à l'époque de George Bush. Il y avait une telle conception que les Américains se battaient sur 2 fronts en même temps. Et ils n'ont pas résolu le problème de l'Afghanistan. Ils se sont battus contre l'Irak. Ils ont dépensé un argent fou, 1 milliard en Afghanistan. Et tout cet argent a été dépensé pour refaçonner la démocratie, pour refaçonner les droits humains en Afghanistan. Mais parfois, cette approche ne fonctionnait pas. Il s'agissait de sociétés différentes. Si on utilise le hard power, ça ne peut pas toujours fonctionner. Et après avoir dépensé tellement d'argent, donc c'est une situation intéressante. Dans notre relation avec l'Afghanistan, on se concentre sur le soft power. On a une zone d'échange libre, 20 000 hectares de terre à la frontière avec le pays. Donc, on travaille avec le gouvernement et notre président a récemment rencontré le chef du gouvernement intérimaire. Et en même temps, il y avait des personnes, des hommes d'affaires, des personnes d'affaires qui pouvaient venir et qui pouvaient profiter, des personnes qui pouvaient venir pour profiter des services hospitaliers, qui pouvaient venir également pour profiter de l'éducation et de la formation. Donc, des personnes afghanes qui pouvaient venir. Donc, on fournit l'électricité à l'Afghanistan. On a construit le chemin de fer. On travaille avec les Afghans et on travaille également avec Peshawar. Donc, le soft power, on l'utilise la plupart du temps. Et nous avons eu des résultats concrets pendant 7 ans. Donc, on a pu booster le commerce et le commerce interne a été boosté également par un facteur de 3. Allô? Oui. Ah, OK. So, soft power, le soft power, donc, pour en tout cas l'Ouzbékistan, on a bien compris que c'est une pièce maîtresse, un outil en tout cas. Naïma Korchi, alors vous connaissez très bien l'Afrique. Vous êtes marocaine, vous êtes une diplomate impliquée justement dans les réconciliations, enfin tout ce qui est un peu diplomatie entre pays africains. Déjà, quelles conséquences pour l'Afrique, c'est ce retrait de l'Amérique, de USAID, et finalement le soft power est-il vraiment vu comme une arme par certains pays africains en Afrique? Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci aux rencontres économiques pour cette invitation. Et je suis d'autant plus ravie d'être là pour parler au nom justement des Africains, parce que souvent en Occident, on parle beaucoup d'Afrique, mais on entend peu d'Africains. Et la chance que j'ai, c'est que j'ai un parcours en fait qui me permet à la fois de rencontrer les décideurs politiques, mais aussi le terrain, parce que j'ai fait toute ma carrière, donc j'ai la casquette à la fois de travailler auprès des organisations internationales, donc j'ai commencé avec l'ONU et maintenant avec l'Union africaine.
Et aussi, j'ai la casquette société civile parce que j'ai une fondation qui est sur le leadership des femmes africaines. Et donc, en fait, mon discours, je voudrais justement donner comment nous, les Africains, nous voyons justement ce soft power, disons, occidental, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand on parle de soft power, et donc, puisque vous parlez de celui de Trump, parce qu'il a été brutal, c'est pour ça qu'il catalyse en fait les médias, mais la réduction ne concerne pas uniquement les Américains, il y a aussi les Français, les Allemands en général qui ont baissé l'aide humanitaire. Donc, ce qui est brutal et qui est choquant, c'est en fait la méthodologie, c'est-à-dire parce que sur les 70 milliards en fait, d'aide au développement des États-Unis, il y en a pratiquement 20 milliards qui vont au continent africain. Donc dire lundi tout est fini, forcément, ça peut être que catastrophique parce que l'aide américaine se focalise sur des secteurs vitaux comme la santé. Par exemple, ils financent beaucoup de projets de lutte, comme vous l'avez dit, Madame Hamou, sur la lutte contre le VIH en Afrique du Sud, la santé maternelle, le paludisme. Donc forcément, il y a beaucoup des milliers de gens qui vivaient de ça. L'aide aux réfugiés, je crois, le budget du HCR, c'est 40% de sa tête. Donc forcément, du jour au lendemain que ça soit arrêté, ça va être catastrophique. Mais évidemment, je vais développer dans un second point, ça va laisser la place à d'autres qui vont prendre le relais, mais ça va demander du temps. Mais en Afrique maintenant, depuis l'arrêt, justement, ce qui est intéressant à soulever, c'est un débat justement sur l'arrêt de ces aides étrangères en disant peut-être qu'il est temps. Donc il y a des intellectuels qui écrivent en disant peut-être c'est la chance pour l'Afrique, c'est une opportunité pour pousser leur gouvernement à s'occuper des secteurs clés et d'arrêter cet assistanat qui a été mis en place en fait depuis la décolonisation. Et il y a même une critique en fait de cette aide en disant ok, ça aide, on a l'impression, en fait il y a un narratif qui est rejeté aussi par les intellectuels africains en disant on a l'impression de l'Occident qu'on vit de la charité, que sans la charité européenne, occidentale, on meurt de faim. Mais en fait, ce n'est pas ça, c'est un investissement parce que même si vous envoyez de l'aide, si vous envoyez des vaccins, si vous envoyez des produits médicaux, des sacs de farine, ils ne sont pas achetés aux Africains. Ce sont des entreprises étrangères. Donc, en fait, pour eux, ils disent que c'est des investissements, même l'humanitaire. C'est un investissement. Les bénéficiaires, ce sont aussi les entreprises qui expédient. Donc, arrêtez de dire qu'en fait, c'est de la charité. Parce qu'en fait, et par exemple, dans un village, juste un exemple concret, parce que moi, j'ai de la chance de travailler sur une trentaine de pays africains, donc je connais bien le terrain. Imaginez dans un village où les 3/4 reçoivent de l'aide humanitaire, des sacs de farine gratuitement. Qui va acheter celui qu'il y a dans le magasin? Donc, il y a beaucoup de critiques en disant, peut-être c'est une opportunité pour penser nos propres... Et d'ailleurs, le Nigérien, j'ai lu, a augmenté récemment l'aide de 200 millions pour la santé. Donc peut-être ça peut pousser certains États à repenser leur secteur clé. Évidemment, il y a des États fragiles parce qu'il y a des conflits. Par exemple, j'étais au Soudan avant une année au Soudan dans les conflits. Évidemment, il y a des pays qui sont fragilisés parce qu'ils sont en conflit. Mais sur les 54 États africains, il y en a qui peut-être qui vont saisir cette opportunité pour justement repenser en fait cette aide qui est pensée par certains comme du néocolonialisme ou assistanat. Et puis, comme le Maroc, par exemple. Oui, justement, j'allais venir. Donc, les États-Unis se retirent. C'est une opportunité. Tout le monde parle de la Chine, de la Russie, parce qu'en fait, la Chine, c'est déjà, elle est là en infrastructure. Donc, c'est une aide qui est différente de celle des États-Unis. Les Chinois construisent. Si vous avez la chance d'avoir en Afrique les bâtiments, les stades, tout ça, c'est chinois, puis ils sont bien présents. Si vous allez même dans les restaurants, c'est écrit maintenant les menus en chinois. Donc, ça, c'est une évidence. Il y a les Indiens. Mais aussi, ce qui fait plaisir, c'est que maintenant, en termes de soft power, il y a aussi des États africains. Et donc, je suis fière d'appartenir à un pays, le Maroc, qui est vraiment maintenant en fait dans un soft power qui est leader, qui se tient en leader de pays africains, notamment par exemple avant les étudiants, moi j'ai étudié à Paris. Et quand j'allais au Maroc, tout le monde, les Africains rêvaient de venir étudier à Paris. Mais maintenant, non, c'est plus le cas. Et le Maroc, en termes d'éducation, rivalise, est un concurrent des universités africaines. On a maintenant au Maroc des campus qui n'ont rien à voir. Et vraiment, je vous invite à aller visiter, aller du sud vers qui n'ont rien à envier au campus universitaire où j'ai fait mes études à la Sorbonne ou à Sas. Et il y a aussi, par exemple, le Maroc se spécialise beaucoup dans la médiation. Par exemple, sur la lutte contre la radicalisation, il y a une fondation Mohamed VI pour les imams, en fait, qui est là pour lutter contre la radicalisation. Donc, les étudiants, il y a la diplomatie aussi culturelle qui est très influente. Le Maroc, maintenant, attire des grands forums internationaux. Quasiment chaque mois, on a un grand forum. Donc, le Maroc est devenu un lieu où se rencontrent... Ah, mon temps est écoulé.
Donc en fait, le schéma traditionnel de percevoir, et je suis contente qu'il y a des étudiants de dire qu'en fait le Nord donne et que le Sud reçoit, non, c'est pas exact. C'est-à-dire, c'est aussi des investissements. Et les pays africains, ce que souvent, et c'est pour ça que ça crée aussi beaucoup de problèmes, j'ai l'impression que beaucoup de décideurs européens, et moi j'appartiens aux deux continents Europe-africain, n'ont pas vu, à force de discuter uniquement avec les décideurs, les politiques africains, dont une bonne partie ont été remplacés par les Occidentaux, ils ont perdu le lien avec les intellectuels, avec la société civile. Et cette société civile-là, en Afrique, elle veut autre chose. Et là, si vous assistez au débat de la société civile africaine, ils disent finalement, nous, ça nous arrange. Il est temps qu'on prenne notre avenir en main et qu'on décide nous-mêmes quel type de gouvernance on veut. Et puisque j'ai une fondation sur les femmes, en soft power, les femmes, elles sont extrêmement dynamiques. Et on le voit, par exemple, dans les cercles de réflexion, beaucoup de grandes ONG sont portées par des femmes. Et donc, ça aussi, c'est important aussi, en termes d'inclusivité, de voir ce dynamisme-là qui vient des pays du Sud vers les pays du Nord. Merci beaucoup. Souchef Shakia. C'est pas tous les jours qu'on a un Népalais quand même avec nous. Donc un mot justement sur le Népal. Le Népal qui est entre l'Inde et la Chine, donc deux grands pays dont le soft power, en tout cas côté chinois, est très important. Comment vous faites vous pour vous en sortir? Est-ce que le soft power c'est une arme aussi pour le Népal pour s'en sortir? Et quelle est l'influence chinoise par exemple, puisqu'on parle de la baisse de l'influence américaine avec Trump? Est-ce que les Chinois eux continuent au contraire à investir dans ce soft power dans cette partie de l'Asie? Merci beaucoup. Simplement pour définir le contexte, je viens du Népal. C'est un pays de 13 millions d'habitants. Si vous êtes dans l'Union européenne, on serait le 6e pays le plus important. Mais il y en a entre 1,4 milliard en Chine et 1,4 en Inde. On est un petit pays. Et qui peut parler de soft power? Donc ça, c'est ça. On le vit tous les jours. Donc, lorsqu'on regarde le soft power, donc j'aime bien donner un exemple anecdotique. Lorsque je voyageais dans un village au sud du Népal, j'ai vu des jeunes gens qui faisaient des vidéos TikTok. Et peu à plus, je leur parlais, ils m'ont dit, mais vous savez, la Chine, c'est la première compagnie de technologie, ils ont les meilleurs équipements, ils ont les plateformes, etc. Donc, bien sûr, toute la bande passante est consommée par TikTok. Même chose, quand ma fille a commencé à conduire, et la même chose d'expérience. J'avais appris à conduire il y a 10 ans aux États-Unis, mais on pense que la Chine est là, c'est là où les perspectives sont attendues. Et lorsque l'on parle de la même chose, on en a parlé de la Corée. Si vous regardez Netflix, après Hollywood, Corée est le deuxième grande base de production de films, de séries. Donc, lorsqu'on en vient, et particulièrement lorsqu'on examine l'Inde et la Chine, ma perspective, c'est que le soft power peut être transformationnel ou il peut être transactionnel. Lorsqu'on regarde la Chine, on les voit engagés calmement et ils examinent des jeux à long terme. La Chine, bien sûr, il réfléchit sur des espaces à 20 ans. Mais lorsqu'on regarde l'Inde, ils veulent les résultats en 20 heures. Et ça ne se produit pas, bien sûr. Et c'est là où l'on voit des différences frappantes. Et ceci crée des défis géopolitiques. Ceci crée des défis pour nous. Parce que, bien sûr, on a des blocages économiques de l'Inde, par exemple. Et c'est la perception. Donc, si vous parlez à toute jeune personne au Népal, en dessous de moins de 25 ans, pour eux, le blocage de 2015, c'est toujours à l'esprit. Donc, ceci, c'est comment le soft power, pour nous, c'est de la perception. Et lorsque je regarde la Chine et lorsque j'examine la manière dont l'innovation se fait et comment ils communiquent, c'est également la différence. Et l'autre chose qui change, c'est que jusqu'à 2000, à l'an 2000, on n'avait pas de touristes chinois. Maintenant, c'est la 4e plus grand nombre de touristes en Thaïlande. Si vous regardez la Thaïlande, 21 millions de personnes. Bangkok, beaucoup viennent de Chine, les touristes. Le tourisme change les choses. Bien sûr, les gens doivent parler le mandarin. Les gens des magasins doivent mettre des signes en chinois et comme avoir des installations pour pouvoir payer en devise de ces pays. Et lorsque l'on parle de soft power, l'autre chose dont je parle beaucoup, c'est également le fait qu'on doit examiner 20 ans, 25 ans à partir de maintenant.
beaucoup d'entre nous, on ne verra pas pour voir quel type soft power entre dans la Chine et qu'est-ce que ça sera, quel sera l'impact. Si vous regardez l'Afrique, 2,4 milliards d'habitants en 2050. Bon, je travaille depuis 2043, comment les choses vont se produire. En fait, d'ici 25 ans, si on veut revenir en l'an 2000, par exemple, et on regarde l'explosion de l'Internet, tout le monde devait apprendre l'anglais, tous les codes sont en anglais, tous vos médias, les outils de sociomédias sont en anglais, tout était en anglais aujourd'hui. Google Translate est là, beaucoup d'outils de traduction, de mécanismes. Aujourd'hui, vous pouvez voyager dans le monde entier en utilisant différents langages. Donc voilà, ce sont des choses multiples que l'on observe. Et lorsque l'on regarde le soft power, on doit regarder l'art, la culture, le luxe, la cuisine, l'art contemporain. Et c'est véritablement la culture contemporaine. Et lorsque la Chine est un facteur, mais il faut regarder également le soft power à long terme, le soft power, la façon dont ça transitionne, et voir comment il faut de nouvelles lunettes pour regarder le soft power. Franco Bruni, alors vous êtes économiste, alors un peu votre réaction sur ce qui a été dit. Pour vous, le soft power, l'économie, ça peut faire partie du soft power en Europe? Bon, merci bien de l'invitation. Je suis enchanté pour l'organisation fantastique que je vois dans ce complexe event. Et je m'excuse si je vais passer à l'anglais maintenant, mais je crois qu'en économie, l'anglais a some soft power. Donc simplement, je voudrais prendre un point très spécifique dans les quelques minutes qui nous restent. Je voudrais avancer que, contrairement à ce qui a été qu'on dit dans les livres ou dans les manuels universitaires sur l'économie, c'est sur un plan universitaire, c'est des incitations économiques qui sont considérées comme du pouvoir dur, comme les armes. Cependant, je pense néanmoins qu'il y a des raisons où l'on peut considérer que les marchés financiers, particulièrement des sections spécifiques des marchés financiers, des sections spécifiques ont un soft power intéressant pour au moins 4 raisons. On peut voir ceci de façon schématique, on pourra en reparler. Tout d'abord, c'est le simple, c'est la chose classique, simple. Les marchés financiers vont discipliner les firmes et on conduit les firmes et les gouvernements, vous allez vous endetter. Et bien sûr ensuite, on vous fait de façon douce et ensuite dure. Les marchés financiers vont essayer de vous convaincre d'être un meilleur emprunteur. Donc, vous avez une plus grande dette. On connaît ça ceci en Europe, en Italie particulièrement. Actuellement, en Italie, nous avons un gouvernement qui est critiqué pour beaucoup de raisons, mais en termes de finances, en raison du comportement de notre trésor, ça a été très prudent. Nous avons acquis une crédibilité qui est extraordinaire. Et la raison, c'est que nous sommes disciplinés un jour après l'autre par le marché financier. Donc, et ceci, bien sûr, induit un impact sur les décisions gouvernementales de façon un peu condescendante. Ensuite, la seconde raison, c'est que c'est un peu du logiciel, si vous voulez, pour la finance, qui est un soft power. La finance circule partout et vous ne pouvez pas la stopper. Et ceci conduit les pays de façon assez profonde. Peu importe quel pays, vous pouvez essayer de le stopper, mais alors que les biens peuvent être arrêtés, le commerce des biens peut être arrêté, mais le commerce de la finance est difficile à arrêter. Et avec les finances modernes maintenant et les techniques de finance modernes, les systèmes numériques et autres, il est pratiquement impossible d'éviter que la finance aille partout. Et ceci crée un lien entre tous les pays du monde. Et si vous avez du soft power, vous pouvez le canaliser par les marchés financiers.
Si vous pouvez mettre votre soft power dans la finance, alors ça ira partout. Troisième raison, bon, de toute évidence, le soft power, et ça c'est dans les textbooks également, soft power peut être bien ou mauvais. On peut avoir un mauvais soft power, mais on sait que la finance a de beaucoup de mauvaises choses, dans des injustices, des inégalités, absence de transparence, etc. Mais, vous savez, les criminels canalisent leurs fonds par les marchés financiers. Donc, c'est un mauvais soft power au niveau de la finance. Mais si vous pouvez inverser cela, si vous essayez d'améliorer ces domaines, vous allez trouver un soft power positif. Vous savez, la transparence sur les marchés financiers est importante. Fondamentalement pour nous, les économistes, les banquiers centraux, nous passons beaucoup de temps pour essayer d'améliorer la transparence. Et ceci, c'est un effet culturel sur le reste de l'économie. Donc, au fait, il est vrai que la mafia passe par les marchés financiers. Les mafias passent par les marchés financiers pour blanchir leur argent. Mais bien sûr, la police utilise les marchés financiers pour trouver les voleurs et les mafias. Donc voilà, ça s'équilibre. Finalement, la dernière raison pour laquelle ceci me conduit à l'Europe, parce que tout le monde exprime différents points de vue du monde. Et la question européenne mais la finance, si vous avez un système financier, un marché financier bien établi, solide, c'est bon pour le monde. Maintenant, imaginez un instant que l'Europe soit en mesure de construire ce que l'on essaie de construire, à savoir un marché financier unifié, puissant, solide. Ce serait très précieux pour les pays les plus pauvres au monde, les pays en dette. Ils pourraient avoir un nouveau traitement financier qui serait très différent de ce qu'ils ont maintenant dans le monde financier où les banques américaines dominent. Merci. Pierre Lévy, je vais revenir vers vous. Vous pouvez bien sûr réagir sur ce qui a été dit. Donc intéressant aussi de voir la finance, d'après ce que dit justement Franco Bruni, comme un vecteur de soft power, à condition qu'on parvienne à le créer, ce marché unifié. On voit que c'est quand même très compliqué. La diplomatie fait partie aussi de ce soft power. Mais lorsqu'on regarde les budgets aujourd'hui, les budgets en Europe, c'est effectivement se dirigent vers les dépenses militaires. Il y a une guerre en Ukraine, il y a la menace russe. Donc là, on parle de 5% du PIB en dépenses de sécurité militaire, pour chacun des pays qui sont déjà financièrement en difficulté, que ce soit l'Italie ou la France. À quel moment est-ce qu'on peut parler encore de soft power en Europe? Alors voilà, la finance, ça peut être un exemple, mais ça va être encore long terme. La diplomatie, elle a encore un rôle à jouer. On a l'impression qu'on n'investit plus dans la diplomatie, alors que la diplomatie, elle avait ce rôle de soft power, d'empêcher les guerres. C'était ça au départ. Je l'espère bien. Mais je dirais que d'abord, la première qualité d'un bon diplomate, c'est sa capacité à se mettre à la place de l'autre. Et moi, ce qui me frappe beaucoup dans le débat dans les échanges que nous avons là, c'est le fait que ça permet à un diplomate français ou européen d'avoir une vision décentrée de la question du soft power. Je veux dire par là, pas uniquement une vision européenne. On voit bien, à travers vos différentes interventions, on a une perspective africaine, une perspective venant d'Asie centrale, d'Asie du Sud-Est. Donc tous disent que c'est utile. Non, mais c'est très intéressant. Donc ça, je crois que c'est très important. C'est une première chose, une des premières conditions pour le retour de la diplomatie que vous évoquez. Deuxièmement, moi je crois qu'il faut absolument essayer de combiner justement les deux types d'outils. Et je rappelle que l'Union européenne, c'est 42% de l'aide publique au développement mondial. C'est à peu près 100 milliards de dollars. Et donc, quand on parle d'augmentation de l'effort de défense, en particulier à la suite des décisions du sommet de La Haye de l'OTAN, moi je trouve ça
je trouve ça très bien, bien évidemment. Mais simplement, j'ai une interrogation. Il faut garder la panoplie des outils pour précisément empêcher la guerre. Parce que très souvent, c'est beaucoup plus facile d'entrer en guerre, en tous les cas, ponctuellement. Après, c'est encore plus compliqué de la finir. Mais en tous les cas, d'entrer en guerre que d'essayer de prévenir un conflit. Et ça, j'ai beaucoup d'exemples de mon expérience en tête, parce qu'on a réussi à éviter des drames, en particulier dans les Balkans, mais dans les années 90, mais parce que précisément on a utilisé des crédits européens ou nationaux pour prévenir un conflit. Mais simplement, c'est très difficile de persuader quelqu'un de faire cet effort, parce que vous pourrez toujours trouver quelqu'un qui vous dira mais de toute façon ce conflit n'allait pas avoir lieu. Donc ça, c'est un point qui est important. Il faut garder toute la panoplie d'intervention. Troisième remarque, si vous le permettez, ce qui m'intéresse aussi beaucoup dans nos échanges, c'est de voir que le soft power, c'est un terrain de confrontation et de compétition entre nous. Compétition d'abord entre des langues, bien évidemment. Nous, on pousse le français, et c'est le problème, enfin le français, l'anglais, l'espagnol, l'allemand. Compétition entre des modèles éducatifs. Compétition aussi entre des modèles politiques. Quand nous exportons la démocratie, nous voulons favoriser la diversité, le combat des femmes, la lutte contre les violences domestiques et beaucoup d'autres éléments de ce type. Donc il faut garder cette dimension en tête pour bien montrer que c'est très concret. Et puis enfin, et ça c'est important, je reviens au terme que j'employais au tout début, le narratif, terme très à la mode, finalement le grand récit. Chacun essaie de développer son grand récit. Par exemple, la Russie inscrit son combat contre l'Ukraine, qui est un combat niant la souveraineté d'un pays, dans un grand combat pour la multipolarité, en clair, les sphères d'influence et la lutte contre le néocolonialisme. Mais dans tous les cas de figure, je crois, il est très important de confronter la réalité du discours, les mots, aux actions. Et c'est là, je crois, où nos amis venant d'autres pays ont un rôle à jouer aussi pour démonter un certain discours. Vous parliez, madame, de la fin de l'assistanat. Vous avez bien raison. Tout ça est quand même, me semble-t-il, assez loin. En tous les cas, nous voulons le dépasser. Mais de l'assistanat au pillage, il y a tout un prisme d'action. Et quand je dis le pillage, je fais par exemple allusion aux actions de la société militaire privée Wagner en Afrique, visant à piller des ressources en échange de la protection de dictateurs. Et donc je crois qu'il est à chaque fois très important de confronter ces mots aux réalités. Je prends un seul exemple que j'ai vécu quand j'étais à Moscou, l'Alliance pour le futur. C'est un projet développé par les Nations Unies dans le combat pour la réalisation des objectifs millénaires du développement. La Russie a refusé d'y souscrire. Vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire aussi de ce point de vue-là? Merci. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Donc le soft power est loin d'être mort, il est même devenu concurrentiel quand on vous entend. Vladimir Norov, avec justement des voisins comme la Russie, la Chine, l'intelligence artificielle, ça fait partie de ces nouveaux outils. On parlait de TikTok, ça c'est un outil d'influence pour la Chine. L'Ouzbékistan voudrait devenir une sorte de hub de l'intelligence artificielle, là aussi pour essayer de rayonner ailleurs. Merci. La Chine est un leader de développement de ces DeepSeek. DeepSeek montre qu'avec peu d'argent, vous pouvez avoir un gros avantage qui vous pouvez avec des entreprises très... J'ai travaillé pendant 3 ans en Chine comme secrétaire général de l'Organisation de coopération de Shanghai. Et c'était l'époque du Covid où je pouvais voir, bien sûr, les grandes entreprises, Tencent, Alibaba, qui résolvaient leurs problèmes, qui réduisaient le nombre de décès. Comment? Parce qu'en fait, ils testaient un homme infecté pendant 1 heure, des centaines de milliers de personnes pouvaient être isolées immédiatement parce que peut-être ils seraient infectés. Et ceci a permis d'avoir moins de cas qu'en Europe ou aux États-Unis. Mais si vous voulez... vous parlez des femmes, les qualités des genres, je suis impressionné par les marchés, le e-commerce, bien sûr.
55% des gens qui font le commerce en ligne, ce sont des femmes. Quand je vois en ville, je vois des jeunes femmes avec des superbes voitures qui sont des millionnaires. Mais en fait, elles sont autodidactes. Elles participent au e-commerce. Mais la Chine, si on veut voir le rising power de la Chine, on peut le voir partout dans nos pays au début de la même façon. Et la même chose lorsque j'étais ministre. C'est une... Is it a threat? Non. Non. Au début, on ne comprenait pas la Chine. C'était plus une narrative qui était répandue par les masses médias que la Chine devenait une menace. Et en fait, la Chine est notre voisin pour la voie de la soie, des routes de la soie. On a une histoire commune pour la route de la soie. Donc, c'était nos gens qui négociaient sur la route de la soie maintenant, les logistiques, les langues, etc. Tout ceci peuvent prendre des risques. Les Chinois, c'était bien, mais le commerce, c'était nos gens. Aujourd'hui, on voit bien sûr ceci se remettre en place. Les Chinois ont construit une route qui nous ont aidés, nous les pays. Les pays qui les pays, bien sûr, et les pays, bien sûr. 60% des prix, 60% des prix de nos biens c'était le prix des transports. C'est très sérieux. Et donc, ce que la Chine dit, si vous voulez être riche, il faut construire les routes. C'est ce qu'ils font. Et 140 milliards d'argent chinois en 20 ans. Donc, 31% étaient dépensés sur les infrastructures. C'est pour ça que depuis 10 ans, la Chine a pu transporter vers l'Europe et retour 1700 trains. Mais en même temps, l'Union européenne a investi 138 milliards. Mais pour les infrastructures de transport, seulement 4%. Donc, vous voyez, pourquoi le couloir du milieu n'a pas fonctionné? Parce que pour nous, l'Europe semblait être un exemple de démocratie sociale, d'économie sociale. On voulait l'économie de marché, on voulait être intégré avec l'Union européenne, mais malheureusement, on n'avait pas eu la chance de le faire parce que, bien sûr, on a traité avec l'Union européenne, l'Ouzbékistan depuis 30 ans, 4 milliards maintenant, c'est 5 milliards. Mais les Chinois sont à 10 milliards, donc c'est important de bien comprendre ça. C'est pour ça que nous avons proposé d'avoir une cohésion donc avec la route de la soie et autres. Donc ce sera en Asie centrale, où les pays ont un énorme potentiel pour l'Union européenne, pour la Chine. On voit que la ceinture de soie, donc on voit que la Chine utilise l'IA pour bien sûr, qu'est-ce que c'est que le soft power? C'est la culture, l'éducation, ce sont des gens aux gens, mais en même temps, ça évolue avec de nouvelles technologies. Il y a maintenant la Chine et utilise ceci pour apporter sa narration et ses cultures et ses mentalités de chaque nation. Parce que ce sont différentes nations, différentes cultures, donc des pays musulmans ou autres, donc et ils peuvent, par l'IA générative, elles peuvent proposer des politiques qui vont être ajustées à ceci. Avec beaucoup de compétences, et je pense que l'Union européenne peut faire la même chose avec d'autres pays. Merci. L'Union européenne a... Centrale dans le soft power, Naïma Korchi, pour parler justement de ces nouveaux instruments de l'influence, du soft power. Donc on a vu l'intelligence artificielle, les Chinois sont très forts bien sûr. En Afrique, il y a les influenceurs. Ça c'est quand même aussi un vrai soft power, ces influenceurs qui relayent une propagande russe par exemple, ou ces influenceurs. Ça c'est du soft power de chacun des pays et c'est nouveau. Ça utilise TikTok, ça utilise Instagram, tous ces réseaux sociaux. Mais justement, parce qu'on parle... En fait, ce débat que nous avons aussi sur le soft power montre aussi un état d'esprit, parce que le soft power, pendant longtemps, c'était la culture. C'était une culture occidentale qui séduisait. Même j'ai été dans des pays qui n'avaient pas de relations diplomatiques avec, par exemple, les États-Unis, mais tout le monde aimait aller emmener ses enfants au McDo, aimait regarder les films. Maintenant, il y a une remise en cause en fait, du modèle même de la civilisation occidentale.
parce qu'avec l'accès justement aux médias, les réseaux sociaux, les gens maintenant ont accès directement aux événements. C'est plus comme avant, c'était au niveau des décideurs, il y avait peu de démocratie et donc le peuple n'avait rien à dire. Donc ça aussi, le débat que nous avons aujourd'hui, c'est en fait que la population maintenant aussi est informée de ce qui se passe, il remet en cause ce modèle occidental. Je ne suis pas contre l'Occident parce que je suis entre la France et le Maroc, mais c'est juste pour refléter en fait l'opinion publique africaine. C'est aussi, je pense que ça va au-delà de ces aides publiques au développement. Il y a une remise en cause en fait même des valeurs. Parce que quand on se voit que par exemple Trump ne respecte pas aucune, même les décisions de justice, les valeurs qui ont même justifié la colonisation, c'est-à-dire de civilisation, de droit international qui n'existe quasiment plus parce qu'il est bafoué, c'est maintenant une impunité. Donc il y a une remise en cause aussi. C'est pour ça que les Africains, il y a beaucoup de débats entre les intellectuels africains pour justement quel nouvel modèle de développement, parce qu'ils ne croient plus en celui qui a été importé. Maintenant, en fait, sur l'intelligence artificielle, les Africains aussi, je sais qu'il y a TikTok, il y a ChatGPT, mais par exemple, pour reprendre l'idée du Maroc, nous avions eu la semaine dernière, je crois, ou il y a 2 semaines, les premières assises marocaines de l'intelligence artificielle. Donc au niveau africain aussi, il y a une dynamique. Il y a un budget, le Maroc mise, par exemple, d'ici 2030, 10 milliards d'euros pour le plan digital. Donc il y a aussi, au sein même de l'Afrique, une envie de porter de diffuser leurs propres valeurs et d'utiliser les outils de la digitale pour aussi informer et y avoir aussi une part de cette information digitale qui est maintenant... La démocratie n'est pas au cœur de ça. Non, par exemple, si on prend l'intelligence artificielle, même au sein de ces débats économiques, il y a plusieurs panels qui ont été réservés à l'intelligence artificielle. Et donc, on n'attend pas que ça vienne du Nord. Il y a même les Africains, et je vous dis, pour parler de l'exemple du Maroc, on a par exemple une institution, je vais déborder aussi un petit peu, il y a une consacrée au digital, il y a de l'argent. Oui, le temps est écoulé. Donc en fait, pour parler de l'intelligence artificielle, c'est aussi quelque chose de très important qui est dans les pays africains, et à l'exemple de cela aussi le Maroc, met les fonds nécessaires pour pouvoir aussi avoir une information qui suive l'éthique, qui corresponde justement à la société. Le temps est écoulé du débat, pardonnez-moi, mais... Ah oui, d'accord, donc c'était moins long que ce qu'on m'avait dit, oui, parce qu'il n'est que 40. On m'avait dit que c'était jusqu'à 55. Pardon. Non? Ah, c'est jusqu'à 40. D'accord, vas-y, c'est un peu plus court que prévu. Il nous reste combien de temps? 5 minutes? 2 minutes. Alors, 2 minutes, ça va être très très court. Allez-y très vite, du coup, Souchev Sakia, sur ces outils, les influenceurs, très très vite, en 2 minutes. Pourquoi le soft power? Quels sont les nouveaux outils, en fait, qu'on utilise? So the new tools, as I was saying, is going to be... Les nouveaux outils, je voudrais, ce sera les influenceurs. Les influenceurs sur les médias sociaux. Le tourisme est un nouvel outil et les gens commencent à découvrir. Tourisme fait partie tourisme fait partie du soft power, et bien sûr l'art, la culture, la cuisine, tout ce sont les nouvelles façons du soft power. Et en fait, la chose, c'est que le soft power, il faut vraiment... Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est également une définition occidentale. Il faut regarder de nouvelles façons d'examiner le soft power. Merci beaucoup. Non. Vous puissiez, mais en 1 minute. 1 minute. Soft power Italy, 1 minute. Qui en a maintenant de ce côté c'est de laisser rouler le programme et de passer au prochain discours. Hein. D'accord. Ça, c'est le soft power. Un mot de conclusion. Juste un mot sur... moi, je retiens 3 mots. Hein. Les nouvelles concurrences qui s'inscrivent, la guerre des récits, la grande solitude de l'Europe et le soft power qui est donc un élément central de la grande transformation du monde. Je vous remercie. Merci beaucoup.